Alors, première question, est-ce que de façon très rapide, vous pourriez dépeindre qu'est-ce que c'est qu'un design system finalement? Je suis sur YouTube, j'ai entendu parler de design system, mais en réalité, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais ça m'intéresse beaucoup. De quoi il en retourne? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça très rapidement? Alors, très très simplement, pour à peu près tout le monde, un design system, c'est quoi? C'est un logiciel, un outil qui permet à des développeurs et des designers de concevoir la partie visible des sites internet et des applications mobiles. Ok. Donc finalement, si on devait faire le lien avec quelque chose que tout le monde connaît, c'est un petit peu comme une boîte de Lego Mhm. dans laquelle on va trouver des blocs jaunes, des blocs rouges, des grands, des petits, des crantés, des roues, etc., etc. Et cetera. Et on va pouvoir les assembler pour construire, dans le cadre des Lego, ça va être parfois des camions, parfois des voitures. Et nous, dans le cadre d'un design system, ça va être parfois des applications mobiles et parfois des sites internet, que ce soit pour un usage e-commerce ou pour un usage B2B, ce genre de choses. Donc un design system, c'est un logiciel qui permet à des designers et des développeurs de travailler ensemble, de parler un même langage et de concevoir des produits front, en fait, tout simplement. Ok, donc quand tu parles tu parles effectivement donc de notions de composants, etc. Il y a peut-être deux Ouais. choses à distinguer sans entrer trop dans le détail, mais qui peuvent être intéressantes et qui sont fortement liées, j'ai envie de dire. C'est la notion de design system d'un côté et l'approche atomique finalement, qui est donc le fait d'avoir des composants un peu imbriqués, si je comprends bien. C'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même fortement lié, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des pontes du design et du développement. Je laisserai Laurent compléter après, mais qui ont en fait fait le parallèle entre, si on simplifie encore une fois, l'anatomie du corps humain et finalement la façon dont on construit certains produits numériques, donc certains logiciels, où on va aller chercher l'élément le plus petit pour en faire émerger quelque chose de plus grand. Mhm. Donc, dans nos métiers, dans le design system, on va parler parfois de fondation. Donc, c'est vraiment l'essence même de ta marque. On va parler de choses qui sont indivisibles et très simples. Par exemple, des couleurs, des éléments textuels, des espaces, des notions de spacing, donc en anglais, donc des espaces. Et on va venir les additionner, les agréger pour construire quelque chose de plus grand. Par exemple, je vais prendre des espaces, des textes et des couleurs pour construire un bouton. Et ensuite, ce bouton, je vais venir l'additionner avec des champs de formulaires qui sont eux-mêmes constitués de couleurs, d'espaces et de textes pour construire quelque chose qui va permettre à mon utilisateur de se connecter, par exemple, sur Mhm. mon site internet. Donc, c'est vraiment une logique atomique. Donc, on va parler d'atomes, on va parler de molécules, on va parler d'organismes, donc l'addition de molécules, pour à la fin des fins construire ce qu'on appelle des templates, puis des pages. Donc, c'est exactement comme ce qu'on pourrait retrouver dans la vraie vie. En fait, on va vers l'infiniment petit pour construire quelque chose, pourquoi pas d'infiniment grand et d'industrialisé, tu vois. Mhm. On va construire des modèles qu'on va répliquer dans différents pays, dans différents parcours, dans différents produits, etc. Bah, du coup, ce que tu montres à l'écran, c'est ce qui a été théorisé par Brad Frost et c'est ce qui existe encore aujourd'hui dans le design, hein, de toute manière. C'est comme on peut le voir, hein, le schéma de l'atome vers l'organisme. Donc, on pourrait comparer ça si on faisait le parallèle avec l'homme à le brin d'ADN qu'on va retrouver chez tout le monde, qui va venir se mélanger d'une certaine manière et à la fin des fins constituer des organes, un squelette, une peau, ce qui fait qu'en fait, on est tous identiques mais tous différents. Tu vois, Ouais. on a tous plus ou moins les mêmes structures, on est tous plus ou moins constitués de la même chose, mais pourtant, bah, il suffit de regarder à l'écran, on est trois êtres complètement différents et, Ouais. et, et Il y voilà. avait C'est comme souvent, il y a deux choses qui arrivent régulièrement quand on parle notamment d'atomic design, c'est en comparant dans un vrai exemple de la vraie vie, c'est soit les Lego, dans lequel tu as par exemple des briques de base que tu peux assembler, et ensuite tu as également la notion de musique aussi, avec des notes que tu composes et ça te fait du coup toute une mélodie. Il y a une question de sable bleu qui peut être justement intéressante concernant du coup votre introduction au design system. Il demande si en fait vous avez une équipe dédiée. Est-ce que en gros quand on est dans le cadre d'un design system, puisqu'on parle effectivement de composants, ce genre de choses, est-ce que un design system, ça nécessite une équipe à part entière ou est-ce que c'est quelque chose qui est induit et chaque équipe s'autogère en fait? Du coup, pour illustrer un petit peu tout ce qu'a dit Simon et donc pour répondre à la question par rapport à l'équipe, donc déjà je voulais répondre par rapport, à l'illustration de tout ce qui a été dit par, Simon. Déjà, nous donc, notre côté, on a un point d'entrée pour tout ça, pour tout ce qui est process et outils qu'on distribue, c'est www.decathlon.design. Ça sert à rassembler en fait au sein d'un seul parcours pour simplifier tout ce qu'on propose et donc, nous, on est surtout concentré dans la partie numérique, donc, digital, avec pas mal de get start pour quand on est développeur, quand on est designer, comment contribuer et cetera et cetera et du coup, pour répondre un peu à la question,
sur l'équipe. Donc nous, chez Decathlon, on a fait le choix d'avoir une équipe dédiée pour le design system et j'ai trouvé une illustration pas mal hier qui a été créée par thedesignSystem.guide qui est un gros guide qui est en train d'être monté côté US pour apprendre les design systems de manière un peu détaillée et de manière beaucoup plus poussée. Et j'ai bien aimé leur illustration, c'était que selon eux, voilà, quand on fait un design system dans une entreprise et qu'on a le temps, bah, en fait, ce qui se passe, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il va y avoir des connexions entre elles, il va y avoir des choses assez intéressantes. Quelqu'un va faire un composant, il va le partager à l'autre d'à côté, et puis l'autre d'à côté va pouvoir l'utiliser, et puis ils vont profiter à deux d'un super truc. Là, c'est pareil, là, c'est pareil. Et en fait, quand on a une team dédiée, bah, effectivement, on concentre la puissance et après, on peut la repartager à tout le monde. Mhm. Et nous, au début, donc, on s'est lancé plutôt à 50%, mais on voulait une team dédiée quand même, mais à 50%. Donc, on avait 50% de notre temps avec. Donc, moi, j'étais au tout début, il y a 2 ans, en 2020, avec Sabrina, Marie, Ronan, qui sont des designers. Et Sabrina et Marie sont toujours dans l'équipe. Et Ronan est parti dans une autre mission. Et Ronan, je en l'ai fait, connu, c'est très ah, drôle. tu l'as connu? Oui, parce Ouais, que c'était la c'est lui qui m'a formé sur la partie design system. Bon, voilà, j'en ai déjà fait un petit peu, et notamment sur Ok. Figma. Et donc, bah, s'il voit en direct ou en replay, je le salue parce que grâce à lui, j'ai pris le Ouais, skill sur Figma de l'espace. Bah, voilà. Bah, il Voilà. était avec nous au début, on le salue aussi, ouais. Ouais, ouais, voilà. grave. Yes. Ben, voilà, je vois tout à fait du coup de quoi tu parles, mais je te laisse poursuivre. OK et du coup, on était tous à 50% de notre temps et puis, bah, petit à petit, en fait, le sujet, on l'a tout de suite branché à des analytics, dans divers endroits, côté Figma, côté engineering, côté, site web et cetera pour montrer qu'il y avait un sujet. On avait de plus en plus de builds, de run et la suite a fait les choses. C'est que, bah, Simon nous a rejoints, on a eu Gaspard aussi qui est venu nous aider et maintenant, voilà, on a 2 développeurs en plus qui sont Manon et Thibaut et on commence à avoir, beaucoup plus de monde qui sont à 100%. Mais au début, on a vraiment voulu faire une équipe, dédiée pour ça. Par contre, on mélange de modèles, ça on pourra en revenir plus en détail après. On l'a mis sur notre site web, c'est qu'on a une notion d'add-on qu'on est en train de lancer. Et là où en fait nous on se positionne plutôt en équipe centrale pour la partie core, donc tous les composants qui sont agnostiques et qui peuvent être utilisés partout, Mhm. on est en train de lancer un système d'add-on pour des composants qui seraient plus spécifiques à certaines business units ou certains pays ou certaines cultures chez Decathlon, où là, on se positionnerait plus comme owner, donc propriétaire, mais plutôt comme reviewer, quelqu'un qui va venir consulter et approuver les choses. Et du coup, là, on est plutôt sur un modèle fédéré. D'accord, donc plus comme Voilà. typiquement si je prends l'exemple de GitHub pour les développeurs, c'est vraiment tu peux ouvrir en fait en quelque sorte ton repo et tu as des gens qui peuvent contribuer et toi tu es là pour valider, c'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Voilà et c'est déjà le cas aujourd'hui sur le corps, mais on maîtrise, vraiment tout et on en porte la responsabilité. Donc c'est-à-dire on porte l'ownership et s'il y a un souci, bah, c'est vraiment notre côté et on doit réagir assez vite dans des temps, qu'on donne, qui sont généralement de l'ordre de la journée, et avec un système versionné qui fait que les gens peuvent rollback, assez rapidement si jamais il y a un souci qui irait jusqu'à de la production. Là où de l'autre côté, les composants qui vont être plutôt liés à des expériences, on va plutôt se positionner en laissant l'ownership aux gens qui maîtrisent au mieux cette expérience, comme par exemple l'expérience d'achat ou l'expérience sportive. Mais par contre, nous, on va être là pour valider du coup leur contribution, donc au sein de notre équipe. Voilà. Ok. En fait, pour compléter un petit peu ce truc-là, Anthony, et répondre à ta question de départ, est-ce qu'il faut absolument une équipe pour faire un design system? Moi, j'ai envie de te dire non, parce que historiquement, je pense qu'en France, en tout cas, dans la majorité des entreprises, il n'y a pas d'équipe vraiment dédiée au design system. Ça commence à émerger. On en a rencontré quelques-unes, qu'on salue d'ailleurs, et c'est très bien, ça va dans le bon sens. L'équipe, en fait, c'est ce qui permet à ton produit d'émerger Mhm. et à arrêter d'être un peu un nice to have ou un effort qui est fait sur les heures du midi ou du soir par certains designers ou certains développeurs et qui permet en fait d'exister dans l'entreprise et de mettre en place un modèle de gouvernance. Donc, à défaut d'avoir une équipe vraiment financée, ce qui est bien, moi je trouve, et ce qu'on encourage, c'est d'avoir des profils identifiés et essayer d'aller chercher ce qu'il y a de bon dans chacun. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de compétences pour faire un design system. Ce serait une erreur de penser qu'une seule personne peut tout porter. Ça demande trop de hard skills différents. Du coup, la notion d'équipe, elle apparaît un petit peu naturellement quand tu commences à scale et que tu te retrouves confronté à des problèmes de prod, en fait, tout simplement. D'accord. Alors, si je reprends quand même, histoire de voilà de pas perdre, je reprends vite fait le fil. Je pense qu'on va essayer petit à petit de dégrossir un peu toutes ces notions, et puis après on ira plus dans le détail. Donc, ce qu'on a expliqué déjà, un design system très lié à l'atomic design, c'est-à-dire qu'on va composer des petits blocs qui vont composer des blocs plus gros, qui eux-mêmes vont faire des pages, etc., etc. On a potentiellement une équipe, en tout cas quand on veut grossir et faire grossir son design system, fatalement on va composer une équipe qui sera composée, si je me trompe pas, à la fois de développeurs et à la fois de designers, ok? Les développeurs seront là pour faire progresser, enfin les designers seront là pour faire progresser les composants en termes design, c'est-à-dire avoir des, je sais pas moi, un bouton, un champ,
champ, un formulaire qui soit déjà pré-designé et prêt à être utilisé avec des variations potentiellement, j'imagine. Et ensuite, côté développeur, le pendant, mais pour maintenir les mêmes composants en dev, en React, en ce qu'on veut, hein, mais voilà, vraiment d'essayer de synchroniser, on va dire, ces deux blocs. C'est un peu ça l'idée, si je me trompe pas. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu le MVP d'une équipe design system, des designers, des développeurs. Et ensuite, en fonction du contexte, en fonction de la maturité, en fonction des enjeux, tu peux aller chercher tous les métiers du product management, hein, des PM, tu peux aller chercher des personnes qui vont plutôt s'animer sur le déploiement. Tu vois, tu peux même aller chercher des profils qui font de l'advocacy. On voit ça chez Google notamment, chez Apple, où ils ont des profils en interne qui viennent faire la publicité et former les équipes. Mhm. Donc, tout est une question de contexte et tu vois, de poids que tu veux donner. Mais je pense que ouais, tu as bien résumé. Tu vois, c'est un bon point de départ, en tout cas, de se dire, bah, OK, un développeur, un designer, déjà là, tu as quand même pas mal de compétences pour lancer le truc, quoi. Je vois qu'il y a Gianni Polito qui a posé une question. Du coup, Laurent t'a répondu. Donc, quel profil compose Design System, enfin une équipe Design System, enfin la vôtre en tout cas. Et donc, la réponse, c'est 3 designers, 3 développeurs, pas encore de PO et de delivery. Donc, ma question est, en plus de ces profils tech et de ces profils design, si je ne me trompe pas, il y a aussi une notion de documentation qui est très importante et qui va distinguer, on va dire, d'une simple, entre guillemets, galerie de composants. Il n'y a pas que cette notion de composants, il y a aussi la notion de documentation, puisqu'en termes, l'idée d'un design system, c'est OK, j'ai mes composants, mais en fait, en dehors de mon équipe, je vais avoir des designers et des développeurs qui vont consommer finalement mon design system et qui vont voilà, peut-être être onboardés il y a un mois, ils connaissent rien au process, etc. Donc j'imagine que toute cette partie de documentation aussi est hyper importante. Complètement. Bah, en fait, en fait, ça serait une erreur, je pense, de résumer, en tout cas, Vitamine à 3 designers, 3 développeurs, parce qu'on a quand même une très forte communauté qui contribue. On a des corps contributeurs qui passent une demi-journée de leur temps par semaine pour travailler avec nous et qui font aussi ce travail de conception, de crafting, d'architecture, de documentation, d'évangélisation, de montée en compétences auprès des développeurs produits, de leurs produits à eux ou de leur BU. Donc, en fait, on est un tout petit peu plus large que ça. Mais ouais, tu parles du travail de documentation. En fait, cette documentation, elle se limite pas aujourd'hui dans une structure comme Decat à faire des composants et documenter le composant. En fait, il y a, je trouve, hein, plus de boulot sur réfléchir à des process et des workflows entre les équipes, des workflows de contribution, de run, d'amélioration, de déploiement, plus que juste développer un bouton qui, au final, a un état over, un état cliqué et quelques règles de doudon, tu vois. Ok. Donc, voilà. On Ok. travaille plutôt là-dessus, en vérité. Et alors, maintenant, si on rentre un petit peu plus dans la façon de faire, alors peut-être qu'on illustrera avec Vitamine, mais évidemment, le but aujourd'hui, c'est surtout de parler de façon globale. Comment est-ce que demain, je prends la décision de monter un design system parce que j'en vois l'utilité pour gagner, on va dire, voilà, le but d'un design system, c'est quand même d'essayer de rester consistant dans ce qu'on crée et puis assez performant, on va dire, pour la conception d'interface, plus se focaliser sur la partie UX. Comment est-ce que je peux mettre ça en place? Quel est le workflow, quel est le point de départ si j'ai envie de commencer? Quels sont les outils peut-être que vous utilisez au quotidien? Et puis ensuite, comment est-ce que ça s'entretient ça? C'est-à-dire, quelle est la... Peut-être que ça, on verra ça, le point juste après, mais déjà au début, comment est-ce qu'on commence en fait dans un design system? Ben, déjà, en fait, comme on se l'est dit, on identifie des profils, on identifie des personnes qui ont envie de travailler sur le sujet. Si on n'identifie pas tout de suite, il faut au moins qu'il y ait une personne, en tout cas, qui évangélise dans son entreprise, sur l'intérêt, et notamment sur les valeurs qu'apporte un design system. Et pour vous donner un peu, nous, comment on a fait, c'est un sujet qui est arrivé d'en bas chez Decathlon et qui a été rapidement, accepté aussi en haut pour qu'on ait justement ces fameux 50 pour démarrer. Et les 3 arguments qu'on utilisait, c'était, l'accessibilité. Non pas qu'un design system résout l'ensemble des problèmes d'accessibilité numérique. Donc pour vulgariser un petit peu l'accessibilité numérique, c'est un peu comme dans le monde physique où quand vous ouvrez un magasin, vous devez faire attention à bien avoir des portes assez larges pour laisser passer un fauteuil roulant, à bien gérer la partie contraste aussi de vos affichages et à bien respecter certaines normes liées, pour les personnes en situation de handicap. Et là, c'est exactement pareil sur le numérique. On a notamment aussi la partie contraste, couleur contraste à faire attention, la partie navigation clavier. Et d'ailleurs, on peut tous être très vite concernés à partir du moment où, par exemple, si on a le bras dans le plâtre, eh bien, on aimerait bien quand même pouvoir naviguer facilement, rien qu'avec le clavier, sans devoir à chaque fois jongler avec la souris, avec la main gauche, par exemple, si on est droitier. Et puis, aussi d'autres notions, les textes alternatifs sur les images, et cetera, et cetera. Donc un design system ne résout pas tous les problèmes d'accessibilité, mais par contre, s'il
si on consomme un design system qui est bien fourni, on peut déjà rapidement en résoudre pas mal. On est de l'ordre de la moitié des soucis par rapport aux critères qui existent, notamment par exemple pour la navigation clavier. Nous, les composants qu'on fournit, ils sont directement accessibles au niveau de la navigation clavier via le focus. Pareil pour les contrastes, tout ce qu'on produit, on vérifie que le texte est bien assez visible par rapport au fond sur lequel il est, etc., etc. Donc ça, c'était le premier critère parce qu'on avait remarqué en fait via l'analyse de l'existant, quand on a analysé un petit peu, on avait remarqué que là, il y avait des problèmes d'accessibilité. Le deuxième, c'est la cohérence. Pareil, en fait, quand vous avez identifié des personnes et qu'on peut lancer le sujet, il faut analyser l'existant. Donc c'est vous faites des gros fichiers Figma et vous allez screenshot un petit peu toutes les applications, tout le parc applicatif de votre entreprise. Et puis vous allez, à mon avis, si vous n'avez pas de design system, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait quand même des incohérences entre les apps, qu'elles soient mobiles, web, peu importe les plateformes. Et donc, c'est aussi montrer que cette incohérence, elle peut aussi faire en sorte de perdre vos utilisateurs dans ce parcours. Et c'est dommage parce que des fois, d'une app à une autre, on peut créer des choses intéressantes pour l'entreprise et pour aussi vos utilisateurs. Et le troisième point, donc premier accessibilité, deuxième cohérence, et le troisième c'était l'efficience. Et là, on avait pris un fameux screenshot, on avait pris une trentaine de boutons, juste des boutons d'action classiques, et il y en avait 30 différents. Et on a expliqué que derrière, il y avait probablement 30 designers et probablement 30 développeurs, et ça multiplié par le nombre de technos. Là, on se dit, c'est dommage, parce que là, ça rejoint un petit peu le schéma que j'avais montré précédemment, quoi. Il y a plein de gens qui sont doués, talentueux, et qui n'ont pas le playground pour se parler, pour se confronter, Bien et puis sûr. pour travailler ensemble sur les mêmes choses. Donc l'idée, c'est de rationaliser ça, rationaliser tous ces efforts pour qu'au final, on gagne du temps. C'est pas pour le piquer, ce temps, pas parce qu'on fait ça que derrière, on tue nos métiers. Au contraire, on passe beaucoup plus de temps sur les choses intéressantes Mmh. maintenant, quand on est consommateur, sur l'expérience de notre application et puis sur quelle est la couleur à mettre, Ouais. comment je fais pour rendre accessible mon bouton, quelles sont les variantes à utiliser, etc. Ouais, Donc toujours, voilà ce que je toujours, tu conseille. vois, toujours sur cette notion de, tu vois, de musique, etc. Souvent, le premier réflexe que les gens ont quand on parle de design system, ils disent oui, mais est-ce que ça va pas tuer en fait le côté, je dirais, créatif, on va dire, de la chose? Est-ce que ça va pas me brider, on va dire? Et en fait, non, au contraire, Ouais. je crois que c'est Non, d'ailleurs dans non. la vidéo de Bastille qu'il explique que tout le monde a les mêmes notes de musique, pour autant, tu as des symphonies à l'infini, quoi. Pareil pour les Lego, etc., etc. Donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'en gros, on va se focus, on va concentrer beaucoup plus nos efforts sur la partie parcours, sur des choses qui vraiment vont avoir des gros impacts, plutôt que d'aller perdre du temps et de changer tous les 4 matins, on va dire, une taille de typo, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Je crois que c'est Audrey qui a donné cette image de la musique de mémoire. Je crois que c'était ça. Mais oui, t'as carrément bien résumé le truc en fait. Puis t'as une réponse qui est quand même toute faite quand quelqu'un pense qu'en fait ça va le limiter dans son raisonnement. C'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde un produit qui est sorti par Apple ou un Mhm. produit qui est sorti par Google, on a ce sentiment de manque de créativité et Bien sûr. d'innovation? Clairement pas. Et pourtant, franchement, c'est très strict comme usage de librairie. On fait vraiment pas ce qu'on veut quand on est chez eux. Donc non, clairement, moi tu vois, je vais encore plus loin que Laurent sur les bienfaits d'un design system pour un designer en tout cas, et sur la valeur ajoutée, c'est que je trouve que c'est un petit peu triste de se dire qu'en fait, tu vois, faire un bouton, le faire correctement, le documenter et tout, ça prend quelques jours. Laurent a dit, voilà, quand on a fait cet état des lieux, alors moi, j'étais pas encore arrivé, j'ai vu les documents, effectivement, 30 boutons, t'as vite fait de te dire, ok, c'est au moins 30 designers implémentés dans 30 produits fois X techno, donc c'est énormément de temps, et en fait, c'est du temps sur lequel le designer n'a pas fait de discovery, il n'a pas fait de recherche utilisateur, il n'a pas cherché à innover, il n'a pas cherché à résoudre des problèmes, il a finalement, malheureusement, dû résoudre quelque chose d'aussi simple que cliquer pour transformer une action. Et c'est dommage, parce qu'en fait, ça devrait être réglé tout de suite. Le design system, il va vraiment permettre de se dire, OK, il y a plein d'actions à performer sur mon interface et mon parcours. Tout ça, c'est réglé. J'ai pas à m'en soucier. On dit pas qu'on trouve tout. On dit pas que le design system, il va permettre de réaliser n'importe quelle interaction utilisateur. Par contre, je peux mettre de l'énergie, je peux mettre des heures de boulot sur de la phase de discovery, sur comprendre le besoin, analyser le marché, bencher tout ce qui existe et proposer une expérience vraiment plus quali. Parce que de toute manière, j'ai pas à m'embêter avec la partie delivery, tu vois. En fait, c'est un gain de temps que tu vas faire en tant que designer. Et encore une fois, c'est un petit peu la balle qu'on renvoie de temps en temps, alors chez Decathlon, mais aussi ailleurs. Hein. C'est que pour un designer qui ferait pas de recherche utilisateur, tu vois, mais qui aurait plutôt une appétence à la UI, donc à la user interface, au look and feel des choses, à l'esthétisme de la chose, viens contribuer, viens participer, en fait, viens construire avec nous. Et, si tu trouves pas ça à ton goût, pas joli, pas dans l'air du temps parce que tu veux, viens participer et c'est aussi ton produit, quoi. Donc voilà, ça doit être quelque chose
chose de communautaire. Ok. Il y a une question intéressante dans le chat de Sable Bleu. Combien de temps à peu près pour créer un design system comme celui de Decathlon? Alors, on en y viendra régulièrement sur Vitamine de Decathlon, mais on va pas parler que de ça aujourd'hui, évidemment. On va essayer de rester agnostique, vu que la thématique est forcément les design systems de façon globale. Mais évidemment, on fera des va-et-vient sur Vitamine, puisque Laurent et Simon ici présents ont beaucoup d'XP sur la mise en place en fait de ce design system. Donc, est-ce que vous auriez un ordre d'idée, même si en gros c'est pas très précis et que je pense que c'est quelque chose qui se construit vraiment sur la longueur? Est-ce que en gros vous avez un ordre d'idée, on va dire, pour avoir un minimum valuable project, quoi, vraiment le minimum du minimum, quoi? Ouais, bah, ça dépend aussi beaucoup de la structure de l'entreprise. Forcément, dans une startup avec, 3 développeurs, 2 designers, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite parce qu'on va être déjà, généralement, il y a pas énormément d'applications, pas forcément besoin d'avoir une réflexion aussi poussée que dans un grand groupe. Donc ça, je pense qu'il y a un petit curseur là-dessus avec un genre de multiplicateur, qui pourrait être de fois 1 pour petite entreprise à fois 3 pour, grand groupe, on va dire, de ce que je vais dire par la suite. Et sinon, bah, en fait, déjà un design system, en gros, bah, c'est comme pas mal de produits, c'est un produit qui s'arrête jamais, on peut jamais se dire qu'il est terminé. Mais par contre, pour avoir un MVP, donc ce que je mettrais dans un MVP, c'est quelques fondations comme les couleurs, les icônes, la typographie, le layout des pages, les grilles, et cetera, les logos, les radius et tout ce qui est ombre. Une fois qu'on a ça, plus, à peu près une dizaine de composants, les composants majoritaires utilisés, surtout les composants de formulaire généralement, tout ça, on est dans l'ordre du trimestre ou des 6 mois en fait, Mmh. et puis après, il faut faire des ateliers. Donc, il faut faire des ateliers sur pas mal de choses. Faut setup, toute la stack côté design, côté dev, et cetera. Mais voilà, je pense qu'on est autour de 3 6 mois et puis après, bah, multipliez-le par, selon votre entreprise, si elle est plus grande et ben, du coup, forcément, il va y avoir plus d'interactions à effectuer, il va y avoir plus de monde à rencontrer, plus d'ateliers à effectuer. Donc forcément, malheureusement, ça va peut-être faire un petit peu freiner les choses, mais un conseil que je peux donner, c'est, en gros, n'ayez pas peur au bout d'un moment de foncer et de mettre les process comme a dit Simon pour que les gens puissent réagir et contribuer facilement, plutôt que de vouloir sortir le truc parfait et de peut-être jamais le sortir et Bien pendant sûr. ce temps-là, tous les autres produits avancent, en fait. Donc, nous, on a vraiment pris le parti pris, notamment même sur, la partie web de Vitamine, de démarrer, par un readme. Le premier commit de Vitamine Web, c'est un readme qui explique qu'on allait construire là-bas et qu'on allait se servir un petit peu de tout ce qui allait être construit côté design et en montrant aussi notre product management, notre board, et cetera, sur notre avancement. On y a été tout de suite, justement pour se faire pousser par la prod. C'est un peu comme dans la création de contenu, j'imagine, ça peut être pareil aussi pour Toronto. Si au début, tu restes toujours dans la veille et tu remets tes articles de côté, mais au Clairement. final, tu as peur d'y aller, de le partager, bah, au final, après, tu peux te retrouver à faire un bilan au bout de 3 mois. Bah, mince, j'ai fait 3 articles et du coup, dans la création de contenu aussi, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est tout à l'heure, il y a des problèmes avec le Twitch. Bon, bah, voilà, c'est pas si grave, ça a quand même plus de valeur d'avoir lancé le Twitch et de pas s'être arrêté là Clairement. que de finalement se dire: «Mince, on voulait être parfait au final et C'est on n'a ça. rien fait». C'est ça, Voilà, tout à donc fait. c'est à peu près pareil aussi dans le design system. Ok, très très intéressant. Est-ce que déjà, pour rentrer peut-être un peu plus encore dans le concret, est-ce que déjà on pourrait lister quels sont les outils principaux qui vous aident au quotidien dans l'établissement d'un design system? D'abord peut-être du point de vue du designer, qu'est-ce que vous allez Mmh. utiliser comme outils, comme features qui sont importantes, qui vous permettent voilà, de progresser dans tout ça? Et ensuite, peut-être aussi côté dev, voilà, quelles sont vos structures un petit peu? Peut-être qu'on rentrera légèrement dans la technique sans trop se perdre non plus, mais voilà, de façon concrète, quels sont vos outils principaux, on va dire? Yes, bah, je pense que c'est un bon follow-up, comme question, parce que pour le coup, c'est l'étape, numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir trouvé du monde et défini des problèmes à résoudre? Bah, Yes. c'est, s'oublier. En fait, il faut vraiment converger vers des outils communs, c'est vraiment tout l'intérêt du truc. Alors les outils pour les designers, je vais essayer de rester le plus agnostique possible Mhm. parce que, bah, l'idée, c'est pas de faire de la promotion, surtout quand on fait du design. Malheureusement, on a des outils de marché. C'est pas comme le code, où tu peux absolument tout open sourcer et tout utiliser. En gros, il faut un outil pour faire, le dessin vectoriel. Donc ça va être des outils, par exemple, Figma, Sketch, Adobe, sur lequel on va pouvoir concevoir des librairies, disperser du style, disperser des composants. Il va nous falloir un outil de documentation. Donc ça va s'apparenter à un site web pour être en représentation. T'as des Retour exemples à d'expérience. donner rapidement? Outil de documentation, il y a pas mal de choses. Nous, on est sur Zero Eight actuellement parce Ouais, qu'ils ont fait un taf très très cool depuis 2 ans où ils viennent se plug and play en gros sur les outils design et tu peux très rapidement donner de la documentation. C'est pas le seul qui existe. On peut clairement voir la documentation comme un produit qui consomme
consommerait le design system et qui afficherait de la doc, soit code as code à partir d'un back-end ou directement en Markdown, des solutions peut-être un tout petit peu plus techniques et un peu moins grand public, mais c'est aussi tout à fait possible. Voilà, il y a pas mal de. Bah voilà, on voit des cartons justement. Qui est-ce que je vois en première page de 08? Et voilà, oui, ça fit bien. Donc voilà, un outil de documentation, un outil pour concevoir le design. Moi, il y a une remarque sur l'outil de documentation, c'est que d'expérience, qu'on observe, c'est sûrement pas vrai pour tous, mais en tout cas chez Decathlon, c'est qu'on a tendance à mettre beaucoup d'énergie sur la documentation en ligne. Ouais, Et en fait, au quotidien, les designers ont souvent tendance à aller dans les librairies. d'accord. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, je pense qu'à l'avenir, on mettra un tout petit peu moins d'énergie là-dessus et peut-être plus de la documentation directement dans les assets. Hmm. Puisque, Voilà. puisque de toute la doc, c'est pas forcément un truc. J'ai en tête, moi, par exemple, Carbone de chez IBM, qui a aussi un design system assez connu. C'est quelque chose qui est tout à fait open, j'allais dire. En fait, c'est pas du tout Ouais, quelque chose qui complètement, est. complètement. C'est dans la documentation, tu vas retrouver en fait tout ce qui existe. Tu vas retrouver les fondations, les composants, certains patterns, des doodonts, des liens vers le code, des passerelles, certains guides. Parfois, tu peux tester les composants en direct. C'est vraiment la boîte de Lego avec la notice si tu veux. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt pratique. Après, au quotidien, je comprends complètement qu'un product designer, il passe pas sa vie sur la documentation. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il connaît le système et il sait l'utiliser. C'est plutôt un endroit où tu viens chercher de l'information en disant, bah, OK, ce pattern, ce comportement-là, comment est-ce que je peux le résoudre? Bon, bah, ça peut passer. Ok. Donc, un outil doc, un outil Figma. Moi, j'aime bien les outils de travail collaboratif type FigJam ou Miro. Ça fonctionne bien, je trouve, pour travailler juste avec des formes, juste avec des workflows. Tout le monde peut donner des notes, tracer les choses. Ça, nous, on l'utilise beaucoup au quotidien. On passe beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. C'est plutôt cool. Côté design, un outil pour manager le job à faire. Chez nous, c'est GitHub, mais ça peut être Jira, ça peut être Asana, ça peut être plein de choses comme ça. Un outil de communication, ça c'est le plus important, je pense. Un endroit où on va tous se retrouver. On utilise Slack, il y en a plein d'autres, mais Ok. voilà, un outil qui va nous permettre de parler, de tracer les choses. Et pour les plus expérimentés ou en tout cas les plus en avance, on l'utilise encore trop peu chez Decat, mais je pense qu'on va y venir. C'est des outils qui permettent de visualiser du code, du JSON, des architectures quand on commence à travailler des design tokens, ce genre de trucs. Et c'est un peu la step d'après, plus côté code même d'ailleurs que design. Voilà, je pense que côté design, on a trop rien oublié, Laurent. Je dis peut-être une. Non, non, du tout. Et C'est Non, même, il y a des trucs où voilà, on communique avec vous aussi sur Slack, donc donc ouais, ça rejoint un peu les 2. J'allais le dire aussi, mais ouais, euh, non, c'est bon. ok. ouais, un outil de design, un outil de documentation, un outil de traçabilité du job et un outil de communication. Quand tu as ça, Ouais. je fais déjà, tu as le MVP pour y aller, quoi. Ok. Il y a une question de Sable Bleu qui est intéressante aussi qui dit est-ce que vous utilisez quelque chose pour la partie test utilisateur? Est-ce que ça fait partie déjà de la partie design system ou c'est vraiment hors sujet déjà? Et qu'est-ce que vous utilisez? Test user, j'imagine que dans le chat, ça fait référence à des tests d'utilisabilité plutôt, des tests de compréhension. Ça, c'est des choses qui sont faites, mais hors équipe design system. On n'a pas la compétence dans l'équipe. On va s'animer là-dessus, on veut en faire plus pour, en gros, certifier ce qui sort en disant, bah, OK, on a testé ce composant-là dans cette forme-là, et en fait, on se rend compte que c'est ce qui match bien, et c'est ce qui est bien compris. Ça, c'est plutôt des compétences design, et c'est plutôt fait, on a de la chance d'avoir beaucoup de contributeurs qui peuvent nous aider parfois, qui font du SUS, qui font des tests de compréhension, ce genre de choses, ou même des produits qui testent des mocks de leurs produits en mettant tous les composants design system et en faisant des tests de compréhension tout simplement. On a vécu ça il n'y a pas longtemps sur un produit Decat qui est un produit legacy qui a été fait il y a quelques années. Ils se tâtent à tout refondre, à passer sur le design system. Ils font un test et derrière, nous, c'est ultra riche en tant qu'équipe design system parce qu'on voit sur le terrain ce que ça donne. Par contre, là où ce serait intéressant de travailler pour nous, c'est sur les tests UI, les tests de non-régression, les tests GUI, les tests de responsiveness, les tests sur les différents navigateurs. Comment s'assurer que quand on fait quelque chose sur Mozilla, ça marche autant sur Mozilla que sur Chrome ou que sur Internet Explorer quand on doit travailler avec. Et voilà. Et ça me permet de donner la balle à Laurent d'ailleurs sur ce sujet, puisqu'il pourra sûrement parler des tests côté code. Ouais, carrément. Bah, justement, tu en as un peu parlé, donc c'est tout ce qui va être test, visuel. Il existe des tests de régression visuelle, ça donc c'est des logiciels, comme, Chromatic qui se plug à Storybook, mais je vais peut-être avant répondre encore à la question d'avant sur les outils développeurs, Yes, comme vas-y, ça je vais y vas-y, venir, ce vas-y. sera plus simple. Donc dans les outils développeurs, donc pour démarrer un design system, il faut un système pour versionner votre code, donc avec Git, et pour pouvoir le déployer et le hoster, donc chez nous, c'est GitHub parce qu'on est en open source, mais il existe GitLab, Bitbucket, et cetera. L'idée, c'est de pousser votre code quelque part parce que vous allez devoir créer des librairies et peut-être une, peut-être plusieurs. Ça dépendra sur le web si vous voulez splitter la partie style de la partie composant, si vous avez plusieurs technos à gérer comme React, Svelte, Vue.js, Solid.js, et cetera. Et si vous avez aussi plusieurs plateformes. Donc après, faire le choix
choix entre monorepo ou multirepo, etc., etc., se poser toutes ces questions-là, mais tout ça au sein de GitHub pour pouvoir versionner son code, c'est hyper important. Mettre toute cette stratégie de versionning aussi sur la partie publish aussi, comment je publie mes paquets, quel système de versionning je suis aussi, est-ce que je suis le semantic versionning ou est-ce que je fais des versions plutôt marketing qui embarquent pas mal de choses mais qui sont pas forcément liées à un numéro. Tout ça, il faut y réfléchir dès le début parce que c'est important, notamment, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, si jamais il y a un problème en production, de pouvoir vite dire à quelqu'un de télécharger une ancienne version pour pouvoir corriger le problème en moins de 10 minutes, s'il a la possibilité de déployer en prod en 10 minutes. Et donc, tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, bah, il faut aussi des solutions de showcase, donc pour pouvoir montrer en fait les composants côté code une fois développés. Donc, c'est-à-dire que les composants, c'est une librairie que les gens installent de différentes manières. Mhm. Mais il faut aussi pouvoir hoster sur un site les différents composants en code cette fois et pas juste sur Figma. Et donc nous, on utilise Storybook qui est assez connu. Ça permet d'écrire des histoires de composants et de pouvoir interagir avec eux. Donc si tu veux, je peux partager mon écran Yes. pour montrer. Attends, je mets le tien du coup. Hop, vas-y. Ouais, donc par exemple, ici, un développeur qui arriverait sur le bouton en web. Donc Storybook, on l'utilise que sur le cadre du web parce que sur Android, iOS, c'est du natif et on n'a pas cette possibilité-là, mais j'expliquerai ce qui est fait de l'autre côté. Donc côté web, en fait, on l'intègre directement dans notre solution 08. Donc ça, c'est le site 08 ici que vous pouvez voir. On peut intégrer en fait un Storybook. Donc derrière, il y a une URL et les développeurs ont aussi accès directement au Storybook en direct. Et ici, ils peuvent switcher en fait entre le light et le dark mode. Ils peuvent regarder le bouton et voir le code associé. Ils peuvent aussi interagir avec et du coup tester la navigation clavier par exemple, regarder le code associé et après ils l'ont en React, Svelte et Vue.js parce qu'on supporte les trois technologies et ils peuvent interagir avec. Donc choisir vraiment la variante qu'ils souhaitent, par exemple un bouton tertiaire, le mettre en large, le rendre disabled ou pas, lui mettre une icône à gauche par exemple et puis ensuite récupérer le code et retourner dans leur appli React et avoir directement le code associé sans se soucier de derrière comment c'est construit, quelle est la logique derrière, quel est le style appliqué, etc. Ok. Donc ça, c'est Storybook. Donc voilà ce qu'il faut, un gestionnaire de version de code et surtout aussi, bah, un moyen de montrer, ce qui est produit en code et alors le top du top après, c'est quand ce Storybook, il peut être aussi disponible sur des branches, Git. C'est comme ça, les designers, ils pourraient, via une review fonctionnelle, vérifier avant de merger et de mettre en production si c'est bien développé, comme ils l'avaient designé. Ça, c'est le top du top et ça peut se faire aussi avec Storybook ou avec Chromatic et puis après, bah, comme disait donc sur la question des tests, bah, c'est mettre pas mal de checks sur vos composants, donc des tests unitaires, des tests d'intégration, des tests de non-régression visuelle. Pour illustrer la non-régression visuelle, je vais regarder dans Google Images. En fait, en gros, on va nous donner la version A, la version B, c'est celle que je propose, et puis ce genre de logiciel, ils vont nous dire, bah, regarde ici, il y a un décalage de pixels, donc est-ce que c'est OK ou pas, en fait. Donc ça, c'est ça, c'est le fait de pouvoir tester, mettre en face deux interfaces, et puis de vérifier si c'est normal ou pas. Ça peut notamment être important dans le cadre Les reviews. des spacing, Et, des reviews et et pour ça, pas que ça pète les applications. Et ça, tu le fais de façon automatique ou c'est vraiment à la vue? Non, c'est automatisé. Vous avez des outils en dev, on va dire, qui vont automatiquement comparer deux vues, l'avant-après, etc. Bah, C'est ça? nous, on l'a pas mis en place encore. On a envie de le faire, Ouais. on l'a pas encore fait, mais par contre, il existe des outils, qui permettent après, il faut qu'il y ait une action, humaine, si jamais il y a quelque chose qui est remonté et qui nécessite une validation. Mais par contre, effectivement, s'il y a pas de souci, bah, généralement ça passe et puis, mais ça permet au moins de vérifier qu'il y ait pas de souci. On n'ait pas oublié un bout de code, qu'on n'avait pas envie de pusher finalement. Donc voilà, pour ces En mobile, parties-là. juste quand même parce que ça a été bossé par Manon, notre tech lead Android, là, ces dernières semaines, c'est intégré sur le mobile. Donc là, les dernières reviews, en fait, ce qui se passe, c'est que Manon fait du développement, en gros, ou un core country fait du développement. Il y a une review request qui arrive côté design. On a les deux versions du code. Ok, ça, pas de souci. Mais on a aussi de quoi télécharger le sample. Donc d'installer une application de test sur notre téléphone pour le mobile. Et on a le paparazzi qui va nous dire avant-après. C'est vraiment très, très pratique parce que parfois, tu as des tout petits changements qui nécessitent vraiment pas d'installer, de regarder. Il y a aussi de la confiance qui s'installe Ouais. et ça aide beaucoup. Mais par contre, c'est vrai qu'on aimerait l'utiliser beaucoup plus largement en fait. OK, donc c'est sur Vitamine Compose. OK, Ouais, bah, my bad, c'est là où on voit le fait que je suis plus quand même, lié au web et qu'il y ait une forte confiance qui est donnée aussi aux équipes sur ça. Donc moi, je savais pas du tout, donc tant mieux, c'est Ouais. cool. Voilà, je Donc découvre un merci, nouveau. effectivement. Donc une petite précision, Vitamine Compose en a déjà, visiblement. ouais, bah, Gérard, il bosse avec nous sur le sujet. On peut le Yes. croire, hein. Pas surtout, mais ça, on peut le croire. Allez, c'est glissé. Ça, c'est Ok, cool. C'est exactement ce que je voulais. Je trouve que c'est très très concret, du coup, là, vos retours, vos outils, etc. Donc ça, c'est vraiment une super chose.